Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler des gros sujets d'actualité, donc notamment le changement de la loi sur la partie juridique, la réglementation européenne qui est en cours de discussion. Donc voilà, c'est Max qui suit ça un petit peu, on va dire de près pour nous sur cette partie veille juridique, l'évolution sur le minage, les cryptographies. Benjamin, je pense aussi que tu surveilles ça aussi de Oui, près. oui, j'en ai parlé avec Max justement. Ah bah voilà, parfait. Donc on fera un premier point là-dessus. Et puis on a Isabelle aussi qui nous a fait part de cette volonté d'en savoir un petit peu plus sur les NFT. Et donc là, autour de la table, on a deux gros spécialistes avec Benjamin et Max. Donc ça prête aussi l'occasion de parler de ce sujet et aussi de présenter un nouvel outil qu'on met à disposition de nos stagiaires qui est un serveur Discord. Donc Max fera une petite démonstration de notre Discord. Donc, dans un premier temps, si, je sais pas, Benjamin, tu veux nous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau européen? Oui, effectivement. Donc, la première remarque, c'est qu'il y a énormément de réglementations qui tombent au niveau européen et une des réglementations qui nous a un petit peu contrariés, voire un petit peu agacés, c'était une réglementation qui risquait potentiellement d'interdire la notion de minage dans le sens proof of work, hein, preuve de travail comme on le fait dans la catégorie Bitcoin. Sous des raisons qui chacun le perçoit et se discute. Mais bon, en attendant, c'était des raisons qui ne sont pas justifiées selon notre vision à nous pour des raisons de green IT. Apparemment, la dernière mouture fait que les meubles ont été sauvés. Enfin, il y a le sénateur, enfin, c'est pas le sénateur, c'est le député, pardon, Pierson, merci, qui est intervenu et qui fait pas mal de choses d'ailleurs dans le domaine de la crypto et qui intervient assez souvent et qui a fait le lancement de certains types de messages pour essayer d'éviter ce phénomène. Pour le moment, à l'heure où nous parlons, le proof of work est encore autorisé et le minage est encore autorisé. Mais c'est toujours la même chose, nous avons toujours un problème de fond qui est que le seul danger potentiel qui pourrait arriver dans le monde de la crypto-monnaie, c'est pas l'économie en général, malgré qu'on passe des périodes pas faciles, mais c'est tout simplement c'est le suivi de la perception des gouvernements qui vont accepter ou pas ce phénomène. Je crois que c'est le seul obstacle potentiel à l'évolution de la crypto-monnaie en général, et puis de tout ce qui est stablecoin et qui suit derrière. Bon, pour le moment, ça passe, donc faut faire en sorte que la population des utilisateurs augmente, il faut faire en sorte que le citoyen lambda soit de plus en plus à l'aise avec ça, de façon à ce que ça rentre dans les mœurs, comme une monnaie, comme l'euro, comme le yen, comme le dollar, etc., que la crypto-monnaie qui s'appelle Bitcoin ou Ripple soit devenue une monnaie de monsieur tout le monde. C'est une monnaie comme une autre monnaie, il n'y a pas de raison pour que celle-là soit moins bonne ou différente des autres, elle restera pendant des périodes, et puis voilà, chacun choisira son compte. Donc c'est plutôt une nouvelle mitigée, je veux dire. On a passé pas loin de la catastrophe. Alors pour Isabelle et ceux qui nous regarderont en replay, est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer la différence proof of work, proof of stake? C'est quoi la différence? Alors effectivement, quand tu travailles dans le secteur de la blockchain avec de la crypto-monnaie, parfois, et dans 80% des cas, les blockchains ont leur propre crypto-monnaie, donc il y a une manière de contrôler le phénomène de sécurité et de contrôler le phénomène des écritures qui passent. Est-ce que tout le monde a sa clé privée, tout le monde a la liaison avec la clé publique? Est-ce que ce phénomène de validation de contenu, il faut bien que ce travail soit fait par des machines, des algorithmes. Donc, il se trouve que dans le cas de Proof of Work, on demande, je dis quand même malheureusement parce que je ne suis pas un fan de Proof of Work, même si je sais qu'il doit exister, on demande malheureusement non seulement un travail de vérification à l'algorithme, mais on demande aussi en même temps un travail qui est contesté, que tout le monde trouve absurde, mais qui est un calcul d'un hash avec un certain nombre de zéros devant. Donc, c'est comme si je vous demandais d'ouvrir une valise alors que je ne vous donne pas le code. Donc, vous allez être obligé de faire 111, 112, 113, jusqu'au moment où vous trouverez le chiffre miracle pour ouvrir la valise, pour avoir ce qui est à l'intérieur, pour vérifier que les transactions vont bien passer. Donc, c'est un travail supplémentaire, c'est la preuve de travail qu'on apporte, c'est l'effort qu'on fournit pour tout simplement mériter la récompense de ce qu'on appelle de ramasser, c'est pas le terme, mais de recevoir des bitcoins. Il faut prouver qu'on dépense de l'énergie, du temps et des calculs, qu'on est quelqu'un de sérieux, donc on investit, entre guillemets, un peu d'argent, et puis d'électricité, etc., pour pouvoir faire ce calcul et en même temps
ouvrir cette fameuse valise, qui est ce fameux bloc, pour pouvoir vérifier les transactions. Donc ça, c'est un travail. Il y a le mineur, celui qui fait la transaction, la vérification, fait deux business. En clair, il fait un business intelligent. Je vérifie si les comptes et les clés publiques sont bien au bon endroit, les clés privées sont bien au bon endroit, est-ce qu'il y a l'argent sur les wallets. Et de l'autre côté, un travail qui est l'ouverture de cette fameuse valise avec un chiffre qui est assez perturbant. Ça, c'est ce qu'on appelle proof of work, qui dit d'ailleurs du minage. Alors maintenant, comme il y a pas mal de contestations, les nouvelles blockchains rentrantes et même les anciennes blockchains, par exemple, la deuxième blockchain du monde, c'est Ethereum en termes de nombre de quantités, etc. Peut-être même d'ailleurs c'est la première en termes de nodes, a travaillé bien sûr sur le principe des protocoles qu'on appelle le protocole Bitcoin avec le proof of work, le minage. Eh bien, au bout de quelques années, enfin de nombreuses années, ils sont en train de passer à proof of stake. Proof of stake, ça veut dire preuve de participation. En clair, cette fois-ci, pour avoir le droit de vérifier les comptes, de valider les informations et bien sûr peut-être d'être rémunéré par rapport à tout ça, eh bien, il va falloir que la personne qui souhaite faire ce travail, non seulement elle a un équipement informatique, mais il n'y a pas besoin d'avoir un équipement informatique très puissant, mais elle va être obligée de prendre sa monnaie fiduciaire, d'acheter la monnaie de la blockchain, dans ce cas-là, si on part d'Ethereum, d'acheter de l'Ether, et de bloquer cet argent, c'est-à-dire de stacker cet argent, de le mettre en garantie en quelque sorte, en disant je vais faire un bon travail, donc je mets cet argent en garantie, et si jamais je fais un mauvais travail, je serai entre guillemets puni et je perdrai une partie de mon argent. Donc, proof of work, c'est beaucoup de consommation d'énergie pour prouver qu'on a fait un bon travail, et proof of stake, c'est mettre de l'argent dans un coffre-fort en termes de garantie du travail qu'on va faire, comme si on avait mis une espèce de caution. Alors, les deux sont contestables. Proof of work, on voit bien que c'est beaucoup de consommation d'énergie, mais proof of stake aussi, c'est un petit peu contestable parce qu'on se rend compte que la personne qui a mis beaucoup d'argent en garantie a de fortes chances d'être sélectionnée pour faire la vérification et de garantir, je dirais, cette transaction. Donc, on dit malheureusement que dans le cas de proof of stake, parfois, c'est les gens qui ont le plus d'argent qui vont gagner le plus d'argent. Donc, c'est une démarche qui est un peu différente. Il y a maintenant une troisième option qui est en train de voir le jour, qui s'appelle Delegate Proof of Stake. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont un peu moins d'argent peuvent être délégués par les gens qui ont de la monnaie pour pouvoir tout simplement être choisis et faire ce travail de vérification. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les nouvelles blockchains entrantes, on appelle ça des mainnets, ont des choix à faire. Soit ils restent dans le protocole Proof of Work, soit ils restent dans le protocole Proof of Stake, soit ils choisissent d'autres types de consensus qui s'appellent Delegate Proof of Stake, etc., etc. Est-ce que j'ai pu éclaircir un tout petit peu, Isabelle, qui est là, c'est juste un peu technique. Un peu technique, je suis oui, désolé. oui, bon, c'est clair, mais je crois qu'il manque un peu le contexte. Mais c'est pas grave, continuez sans moi parce que. Vous inquiétez pas, lorsque vous serez, j'ai vérifié tout à l'heure, vous êtes dans les 2 premières sessions, donc vous allez pouvoir retrouver tous ces termes sur des diapos avec des explications complémentaires. Vous pouvez faire aussi le Serious Game pour commencer, qui vous explique le principe d'une blockchain. Donc, peut-être commencer par ça, faites le Serious Game, qui est l'entrée très grand public vulgarisée avec un petit jeu donc inventé par Benjamin où on va se partager un camping-car et on va voir comment on peut gérer la gestion de notre camping-car. Donc, c'est très concret. Vous pouvez comprendre la blockchain à travers ce jeu-là. Max, je te voyais réagir sur la partie Proof of Stake, Proof of Work. Tu veux rajouter quelque chose? Pour faire plus simple et être moins technique, pour que ce soit plus facile à comprendre. En fait, le Proof of Work, c'est moi. Je vais acheter de l'équipement informatique qui va faire que je puisse miner, donc carte graphique, etc. Donc, c'est une méthode qui est énergivore, d'accord? Donc, sur le réseau Bitcoin, va y avoir une transaction. Une multitude de mineurs, donc comme disait Benjamin, vont essayer d'avoir le bon code pour valider entre guillemets la transaction. Et c'est mon travail, mon effort et mon investissement qui fait que je vais la valider et donc être rémunéré par le réseau Bitcoin. Donc ça, c'est le principe de Proof of Work. C'est-à-dire, c'est nous qui allons calculer, etc. C'est le principe du travail. Après, le Proof of Stake, entre guillemets, je prends la monnaie de la blockchain, je la garde, je la bouge pas, elle reste à demeure là où je l'ai déposée. Et entre guillemets, pour eux, je vais être un acteur de confiance, ce qui fait que eux, ils vont me dire, ok, lui, il est en mesure
d'effectuer les tâches pour nous parce que c'est quelqu'un de confiance. Il a notre actif numérique, il le garde depuis un certain temps. Donc, on lui fait confiance et il va être un jalon pour notre réseau. Voilà, pour vulgariser et simplifier un petit peu la chose. Ouais, ce que je vois dans Proof of Stake, c'est on met en gage, en fait. On peut mettre, c'est ça, on met en gage de l'argent, de la blockchain, mais à la base, ça a été, comme disait Benjamin, de l'argent fiduciaire, enfin de l'euro qui a été converti. Donc, ça ressent, enfin, c'est de l'équivalent euro que j'ai bloqué, que j'ai mis en gage pour valider mes transactions et montrer mon sérieux aux yeux de la communauté. Après, sur la partie Proof of Work, est-ce qu'on peut... je pense que ce qui fait aussi débat aujourd'hui, on parle de cet aspect juridique et on est passé pas loin aussi d'avoir une volonté écologique, parce que finalement, c'est un non-sens de se dire on va avoir des milliers d'ordinateurs qui vont être très énergivores, qui vont participer à ce Proof of Work pour rien, finalement. Est-ce que tu veux réagir, je sais pas, Max? Ouais. Pour moi, c'est un sujet très sérieux, mais moi aussi, je le vois aussi comme un faux débat. Dans le sens, comme toute nouvelle industrie, ça pollue et il y a forcément des choses à améliorer. Et on va en allant pour s'améliorer. Et c'est aussi à nous d'avoir une certaine adaptabilité, dans le sens où il y a déjà des endroits où les sites de minage, donc ça émet beaucoup de chaleur, et certains logements se chauffent déjà grâce à la chaleur qui est issue de ce minage. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est les pays scandinaves qui faisaient déjà ça avec des serveurs Internet. En fait, ils avaient un boîtier avec les serveurs dedans, donc ça fait de la chaleur, et les gens se chauffent directement avec la chaleur qui est dégagée, entre guillemets, du matériel informatique qui tourne. Donc en fait, c'est une solution très basique à petite échelle, mais je suis sûr que dans le futur, il y aura des solutions qui seront apportées pour, entre guillemets, un petit peu optimiser ça, quoi. C'est une nouvelle industrie, il y a plein d'avancées à faire et il faut juste prendre le temps et réfléchir correctement pour trouver des solutions au problème, quoi, tout simplement. Ouais. Je voudrais une chose, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Quand on fait un virement d'argent et qu'on passe par 3-4 prestataires, ma banque, le réseau Swift, l'autre banque, etc., tous ces systèmes d'information informatique consomment aussi de l'énergie. On ne s'est jamais posé les questions pendant des années, d'accord? Et d'un seul coup, parce que c'est vrai qu'il y a un travail un petit peu pas tout à fait justifié dans le minage de Bitcoin, enfin justifié pour le Bitcoin, mais difficilement compréhensible et acceptable par certains profils de personnes, on s'est jamais posé la question. Enfin, moi, je suis toujours surpris par ce qu'on fait avec les réseaux sociaux. J'ai rien contre les réseaux sociaux, c'est de la communication, mais quand une personne tire la photo de la choucroute qu'il est en train de manger pour l'envoyer à sa belle-sœur parce que c'est très bon, voilà, donc il faut temporiser, il faut comparer ce qui est comparable de façon à pouvoir partager les choses. Donc, moralité, on ne peut pas dire que c'est tout blanc, c'est tout gris ou c'est tout noir. Je crois qu'il faut faire des calculs. Il y aura des améliorations, comme a dit Max, il y aura des modifications et puis il faut comparer ce qui est comparable. Là, ça concerne uniquement les blockchains où il y a de la crypto-monnaie, parce qu'il y a aussi exactement. Des blockchains, voilà, avec du smart contract ou de la gestion de preuves, où là, ça ne pose pas de problème énergétique. Tu peux nous parler peut-être de cash secure, Benjamin? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. De cash secure. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a certaines blockchains, enfin, nous, on a eu l'occasion enfin, c'est pas nous l'occasion, c'est la société que j'anime, qui s'appelle Sporo, a implémenté une blockchain pour des avocats et pour des juristes, donc pour des huissiers, commissaires de justice. Eh bien, dans cette blockchain qui est une blockchain privée, c'est pas une blockchain ouverte pour tout le monde, on ne fait absolument pas de proof of work et on fait du proof of use, c'est-à-dire en clair, il n'y a que les utilisateurs qui ont le droit de venir utiliser la blockchain. Mais comme c'est une blockchain privée, je n'ai pas besoin de faire du staking. Je ne vais pas demander à mes équipes qui utilisent cette blockchain et les clients qui utilisent cette blockchain, qui ont d'ailleurs financé quasiment 80% du projet, de venir encore mettre de l'argent de côté. Les huissiers de justice et les avocats, a priori, c'est des gens de confiance. Les huissiers de justice, c'est quand même commissaire de justice, donc là, il n'y a pas le choix. Les avocats, le peu qu'on connaît, sont apparemment honnêtes. Moi, je ne connais pas tous les avocats, mais ça n'empêche que dans cette blockchain, on a zéro consommation en termes d'électricité, puisque c'est comme chaque node, c'est comme si c'était un site web en termes de consommation. Ce sont des serveurs dédiés. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot sur la partie réglementaire, là, ce qui se passe? C'est MiCA, c'est ça, Max? Oui, c'est le... Ouais, ça, ouais.
Moi, mon petit point, c'est que ça a quand même fait pas mal réagir dans la communauté. Ça a fait râler. Moi, le premier, ça m'a fait peur, c'est un grand mot, mais ça m'aurait vraiment, vraiment, vraiment fortement déplu que l'interdiction du minage et l'interdiction du Proof of Work passe. Mais il faut aussi tempérer les choses dans le sens où la régulation, entre guillemets, elle va arriver. Elle fait peur à toute personne qui a déjà investi, etc. Mais il faut aussi voir que ça va apporter de bonnes choses. En fait, faut prendre ça avec des pincettes, dans le sens où quand, entre guillemets, ça sera encadré, que ça sera démocratisé, je suis à peu près sûr que ça va créer un nouveau bull run. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes qui sont un petit peu perplexes sur le sujet, qui se disent on entend parler de ça de partout, mais je connais pas, ça semble être de l'arnaque, etc. Toutes ces personnes qui sont perplexes, elles vont se dire c'est réglementé, c'est l'Europe a décidé des choses dessus, les pays, etc. Donc ça fera une nouvelle source de nouveaux investisseurs qui fera que pour moi ça va amener un futur bull run, quoi. Moi, je vois ça aussi comme une forme de la régulation peut avoir comme avantage aussi de l'ouvrir de façon plus sérieuse au grand public. Oui. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'époque où, moi je me rappelle, on téléchargeait des DivX, un peu le côté illégal des vidéos, le Napster pour les MP3, et puis après il y a Netflix qui est arrivé, du Spotify aussi, qui a régulé ce marché de façon légale et qui l'a ouvert au plus grand nombre. Ça évite au passage de se récupérer des virus, etc. Donc on a un système qui s'est normalisé avec le temps. Ça a commencé dans une façon un peu chaotique et via la régulation, ça a permis de structurer un marché et qui aujourd'hui est mature et qui permet son essor auprès du grand public. Je peux poser une question ? La loi dont vous parlez, c'est une loi française ? Ou comment ça se passe ? Ah, c'était une loi européenne, d'accord. Parce que j'imagine que tout ça, c'est mondial. Donc, c'était une loi qui était européenne, d'accord. C'est ça. Okay. C'est le sol européen. On est passé très loin de l'interdiction du minage et donc l'usage du sol européen. D'accord. Ce qui a fait également réagir, c'est que ça aurait été une réaction vraiment à 180 degrés sur le plan légal, législatif, comparativement aux dernières annonces qui ont été faites aux États-Unis, où pour le coup, il a récemment été annoncé des mesures extrêmement incitatives pour le développement du commerce de NFT, pour l'achat de crypto-actifs à la bourse de New York. Donc, là, je lisais les quelques articles, c'est marrant, on parlait vraiment du vieux continent. Et ça fait vraiment, non mais c'est vrai, hein, ça fait sourire, mais j'ai pas réussi à trouver, mais j'ai pas cherché très longtemps, d'où venait l'amendement qui a été déposé seulement 72 heures avant le vote. Et vu l'argument qui est avancé, sachant que comme l'expliquait Benjamin, je trouve que c'est l'argument le plus facile à répondre, c'est que le fait de stocker de la donnée, même s'il n'y a pas de calculs qui sont faits, de toute façon, ça consomme de l'énergie. Donc tout l'univers numérique consomme de l'énergie. Le métaverse est déjà en train de consommer beaucoup d'énergie, mais c'est les mêmes questions qui se posent concernant l'utilisation de la bande passante par Netflix dans le monde entier. C'est les mêmes questions qui se posent. Et du coup, moi, je fais une supposition. J'aime bien faire des suppositions, pas forcément trop complotistes. Je m'arrêterai là. C'est enregistré. Effectivement. Non, mais on peut se demander s'il n'y a pas eu une réaction de lobbying, puisqu'on sait que toutes les voix qui sont votées au Parlement européen sont évidemment accompagnées de beaucoup, beaucoup de lobbying. S'il n'y a pas eu un lobbying bancaire un peu in extremis pour freiner l'usage des cryptoactifs. Parce que je pense que tous les chiffres qui sortent et qu'on connaît, à savoir qu'il y a un pourcentage de Français plus élevé qui détient des crypto-monnaies que d'actions en bourse, ça, je pense que ce sont des choses qui effraient le milieu bancaire et il y a des réalités sociétales qui échappent maintenant. Je connais beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est le cas parmi vous, mais qui clôturent leurs assurances-vie parce que des placements qui étaient considérés comme sûrs ou à 10%, en fait, rapportent moins que des placements dans les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'offres pour placer. Ce matin, j'ai des collègues qui m'ont parlé d'un bot de trading. Ah oui, on s'en sert depuis 2021. Nous. Ah, on est à 16%.
Ah bon, on était à 16%. Il dit, oui, on est à 16%, tout le monde fait ça là dans le service. Ils étaient une équipe de 6, tout le monde a le même bot de trading et tout le monde est à 16%. Et du coup, ah non, on a arrêté l'immobilier, les assurances vie, tout ça, on a tout clôturé, on fait plus que ça maintenant. D'accord. Donc, vous êtes complètement hors système d'investissement classique et reconnu. Donc, ça laisse d'autres débats sur des votes de loi assez animés, à mon avis. Mais la suite de ce que tu racontes, c'est de se dire finalement les banques, elles vont devoir s'y mettre. C'est obligé. C'est leur histoire, en fait. C'est pareil. C'est un petit peu aussi de la manipulation de données, si je peux dire ça comme ça, même si c'est un peu fort. Parce que du coup, je rebondis par rapport à la banque. Ethereum a fait plus de transactions en termes d'argent, d'accord, de montant euro ou dollar, montant fiat, que le réseau Visa. Donc en fait, la vraie question, ça serait de savoir combien consomme Visa pour faire toutes ces transactions et combien Ethereum a consommé pour faire toutes ces transactions. En fait, il faut comparer des pommes avec des pommes et des poires avec des poires. Il faut remettre une norme et encadrer les chiffres, sinon ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, peut-être que, si on revient sur ce que dit Hugo, ce côté lobbying, c'est d'avoir cherché l'argument énergivore pour contourner ça. Et en fait, si tu compares Visa, ça peut peut-être même faire plus. Mais Visa, c'est parce que tu restes dans un domaine contrôlé par ces lobbies. Bien sûr. Ça semblait être un argument vraiment de la dernière minute pour torpiller quelque chose. Et puis, même chose, soumettre un amendement, ça a été beaucoup commenté dans l'actualité, mais soumettre un amendement aussi important, avec autant de conséquences, seulement 72 heures avant un vote, voilà, ça relève de la pure stratégie. Alors, il y a autre chose aussi à vérifier. Faites vos recherches. Mais moi, de ce que j'ai compris aussi, c'est que le projet a pris un grand coup de boost à cause du conflit Ukraine et Russie. Dans le sens où, comme entre guillemets, le réseau Visa, Mastercard, enfin en gros Swift, a été entre guillemets coupé, les gens de là-bas se sont vachement retournés sur la crypto-monnaie en fait, pour pouvoir avoir quelque chose qui a de la valeur et qui est échangeable contre quelque chose, pour remplacer un petit peu la monnaie de tous les jours. Et ça plaît pas aux pays qui infligent des sanctions économiques, justement aux pays qui sont dans le conflit. Donc en fait, leurs sanctions, elles ne servent à rien, parce que c'est comme si, admettons, je punis mon enfant, dans le sens où ce soir, tu n'as pas le droit de jouer à la PlayStation, mais en fait, il aime lire, donc il va dans sa chambre et il lit. Donc au final, les sanctions, il s'en fiche. Ça revient un petit peu au même. Et à savoir aussi que c'est pas forcément des grosses sanctions, parce qu'en Russie, un tiers des Russes ont un réseau à eux, un réseau bancaire à eux. Je sais plus le nom, mais un tiers des Russes utilisent un réseau interne russe pour les paiements CB. Donc au final, les sanctions qui ont été appliquées, elles ont moins d'impact à cause justement des crypto-monnaies qui remplacent un petit peu tout ça. Après, là, ce que tu dis, ça peut être un réseau local à leur pays, en fait. Ils n'ont plus accès au réseau international. Exact. Mais justement, alors faut chercher l'info. Voilà. Mais les Russes, en fait, c'était suite à l'annexion de la Crimée, les Russes, enfin, du coup, je pense que ça vient d'en haut, ils ont décidé de créer leur propre réseau bancaire à eux et qui marcherait potentiellement à l'international. À vérifier ça pour l'international. Il y a une très bonne conférence, il y a plusieurs conférences et plusieurs interviews sur la chaîne Thinkerview, mais on va peut-être pas parler du conflit russo-ukrainien, mais qui explique que ça fait 10 ans que les Russes s'entraînent à être coupés d'Internet et à être coupés du système bancaire mondial, et surtout de s'émanciper du dollar. Ça fait 10 ans qu'ils s'y préparent et qu'ils font des exercices. Ça fait 5 ans qu'ils font des exercices de passage de bombardiers au large des côtes françaises, au large des côtes anglaises, que les sous-marins russes sont en mer Méditerranée et passent à la limite des incursions légales parce qu'ils s'entraînent. Et ça fait longtemps qu'ils s'y entraînent. Donc, ils ont d'autres systèmes de communication et apparemment, il y a eu des exercices nationaux assez nombreux en Russie de coupure totale d'Internet et des systèmes informatiques pour voir comment le pays fonctionnait dans ces moments-là.
Et pour rebondir sur la partie coupure d'un réseau classique, on va dire d'extraire, de se soustraire, en tout cas d'être viré du réseau SWIFT, l'impact aussi des crypto-monnaies. On a vu en fait le gouvernement ukrainien qui appelait à faire des dons en Bitcoin, en tout cas en crypto-monnaie. Donc ça va être la solution de repli, surtout. Enfin, on peut s'attendre à ce que leur économie s'effondre s'ils se font envahir et qu'il y ait une inflation gigantesque, qu'on a pu voir dans beaucoup de pays en guerre. Les prix vont énormément augmenter. Donc, de chercher à stabiliser une économie en allant sur de la crypto-monnaie qui va être la solution de repli, de report. Alors, Bitcoin, pourquoi pas, plutôt du stablecoin à la limite. Mais en tout cas, d'avoir une solution parallèle qui permet d'éviter la chute. Quand je suis classe moyenne et j'ai 1 000 € sur mon compte et que demain, ça vaudra plus de 10, comme ce qui s'est passé au Liban ou en Argentine, on a envie d'avoir un système parallèle qui permet de sécuriser son investissement, son épargne et de ne pas se retrouver paupérisé par le conflit. Benjamin, tu veux réagir ? Oui, tout à fait en phase. Bon, je préférais qu'on revienne dans le cycle, voilà, de ne pas trop s'éloigner de notre sujet préféré, même si chacun on a nos perceptions et nos évidences par rapport à tout ça. Il est certain que ce qui se passe dans le monde, c'est comme ça, a des réactions indirectement aussi bien sur la bourse que sur la crypto. Il n'y a pas de raison pour que la crypto soit en dehors du cycle. Moi, je reste persuadé qu'il y aura toujours les circuits de monnaie fiduciaire, il y aura toujours des circuits de monnaie crypto. Tout ça, ça va s'équilibrer. Pour le moment, c'est un petit peu la foire à l'empagne parce qu'on est au début d'un événement qui a démarré grosso modo il y a 10 ans. Donc 10 ans, c'est très jeune pour une monnaie. Donc, il va falloir attendre encore 5 à, mettons, 10 ans pour que les gens qui vont adopter la crypto-monnaie soient stabilisés. Après, il y a des gens qui ne viendront jamais à la crypto-monnaie parce qu'il faut savoir gérer une clé privée, une wallet, etc. Il n'y a pas le niveau nécessaire. Ceci dit, j'attire quand même l'attention que sur la blockchain, il n'y a pas que la crypto-monnaie. Il y a tout ce qui est token fongible et non fongible. Il y a aussi tout ce qui est à un autre niveau, tout ce qui est la preuve, la valeur probatoire, la traçabilité alimentaire, la traçabilité des cargos. Donc, il y a plusieurs sujets, d'ailleurs, que Isabelle va découvrir en faisant les séminaires. Il y a 4 grandes phases. Donc, c'est vrai que nous, on est un petit peu passionnés par tous les sujets. Des fois, on part sur la crypto, des fois, on part sur les tokens. Ça dépend des questions qu'on aborde. Mais voilà, ça fait partie d'un tout. C'est comme un petit peu, on pourrait comparer l'évolution, on compare souvent d'ailleurs l'évolution de la blockchain par rapport à l'évolution d'Internet. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des images qui bougeaient dans tous les sens et qui faisaient coucou. Et aujourd'hui, ça a changé notre vie sociétale et notre vie économique. Bon, on est dans la même philosophie. Donc, on a pour le moment une forme de stabilité à attraper. Et c'est vrai que les événements qui arrivent en ce moment perturbent un petit peu l'avancée des choses. Mais positivement, les années qui vont arriver vont stabiliser le tout et l'équipe qui est autour de la table participe avec les formations Acadie à toute cette avancée. Merci pour cette transition. Vous parlez maintenant des NFT. Isabelle disait que vous aviez un projet de NFT pour des photos. Est-ce que vous avez une idée un peu plus de votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire à travers ça? Vous avez entendu parler? Non. Je me suis juste dit que c'était un moyen de pas être copié. Enfin, j'ai peut-être mal compris, mais un moyen de vraiment préserver l'œuvre d'art, s'assurer qu'elle n'est pas copiée à l'infini, qu'elle est bien authentique. Mais je n'ai peut-être pas tout compris encore. J'ai sûrement pas tout compris, mais j'ai peut-être déjà mal compris. Je ne sais pas. Non, c'est très bien, ça commence très bien. Alors, peut-être Max, pour commencer, expliquer un peu les différentes familles de NFT, et puis après Benjamin sur la partie peut-être plus technique. Alors, du coup, ce qu'il faut comprendre, déjà, un NFT, pour faire très très simple, au final c'est une certification, on va dire ça comme ça, d'accord? Donc vous, pour votre fils, en fait il y a différentes catégories de NFT à ce jour, et vous ça serait sur une partie artistique vu que c'est de la photographie, d'accord? Donc il y a 2 avantages: la valorisation de son art, de ses photographies, elle sera faite par le grand public, d'accord? Parce que c'est l'offre et la demande, c'est la loi du marché qui va créer la valeur de son NFT. Bien sûr, lui, il va le dire, je le vends à tel prix, mais s'il ne la vend pas, c'est parce que le public se dit, c'est pas le bon prix pour l'acheter. Alors que dans l'art traditionnel, c'est plutôt un petit groupe d'experts qui va déterminer la cote d'une œuvre et qui va dire, tiens, ce dessin, cette photo, ce tableau ou cette partition de musique, elle vaut 10 000 €. Entre guillemets, le grand public, lui, il n'a pas son mot à dire.
alors que justement, avec les NFT, c'est le grand public, c'est les consommateurs directement qui font la valeur d'une œuvre d'art. Et autre point, pour revenir sur le sujet de propriété, l'image, la photographie que votre du coup fils va vendre, il y en aura qu'une. Ça sera, elle aura un numéro, grosso modo, qui dira cette photo, elle a ce numéro, c'est celle-ci l'original. Ça va pas empêcher aux gens de faire copier-coller, enregistrer image, mais elle n'aura aucune valeur. Pour faire une petite comparaison dans le monde réel, on va prendre l'exemple d'une partition de musique, mettons Chopin. Je peux, moi, tout de suite, aller sur Internet, taper partition de Chopin, l'imprimer, la jouer, etc. Sauf que si moi, j'essaye de vendre cette partition que j'ai imprimée, elle n'a aucune valeur. D'accord ? Mais si je prends la partition que Chopin a écrit lui-même et que c'est certifié que c'est la sienne, celle-ci, elle aura beaucoup de valeur parce que c'est certifié. Voilà. C'est ça le principe d'un NFT, certifier quelque chose. Et le deuxième avantage aussi, c'est sur la traçabilité quand ça passera de main en main. Exact. Tu veux... Vas-y. Okay. Du coup, voilà. En fait, sur le principe sur la blockchain, ça veut dire on va dire que c'est tracé. Par exemple, j'achète une photo à votre fils. Donc, ça va être inscrit sur la blockchain que ce NFT numéro tac est passé de tel possesseur à tel possesseur. Moi, au bout d'un moment, je vois que du coup, les photos de vos fils prennent énormément de valeur. Je me suis dit, tiens, je vais vendre la mienne. Comme ça, je vais faire de la plus-value. Donc, je vais la vendre et ça va être inscrit que la photo est du coup passée de votre fils à moi et de moi au futur acheteur. Et en fait, on va avoir une traçabilité des œuvres ad vitam aeternam grâce à la technologie de la blockchain. Et derrière, on peut mettre plusieurs, entre guillemets, plusieurs sous-jacents, si je peux dire ça comme ça, où, admettons, votre fils peut peut-être décider de dire à chaque fois que cette œuvre, cette photo est vendue, moi, je récupère 5% du prix de la vente. À chaque fois, chaque transaction. Exactement, on peut implémenter plusieurs choses. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, s'il le vend, mettons 100 € à Max, il va recevoir 100 €. Max, il va le vendre 1000 €. C'est lui qui a fait la plus grosse plus-value, alors que ce n'est pas lui qui était à l'origine de l'œuvre. Donc, il a fait beaucoup de bénéfices sur le dos de votre fils. En disant ça, on peut rajouter donc, dans ce contrat qui est lié donc, à ce certificat, quand ça passera de main à main, en disant non, il y a 5%, 10%, voilà, c'est prédéfini dans le contrat de cette œuvre. Quand ça passera de main à main, il y aura toujours 5%, 10% à définir en amont qui ira à votre fils. Et même le jour où elle sera vendue 1 million d'euros à quelqu'un, elle touchera encore 5%. Quel que soit le nombre de transactions, comme il dit ad vitam, sur la durée de vie de cette œuvre. On a cette traçabilité-là qui est possible. Après, Benjamin, on peut aller beaucoup plus loin aussi sur les NFT. Oui, tout à fait. Alors là, on évoque les NFT plutôt orientés artistiques. Donc, il y a un élément, donc des NFT, il y en a énormément puisqu'on fait des actions en NFT. On fait ce qu'on appelle avec un sous-jacent qui est des morceaux d'immeubles. Mais pour revenir à la notion d'artistique, un élément qui est intéressant aussi, c'est que le programme qui gère ce NFT, qui vous dira que chaque fois que ça passe de main en main, c'est 5%, 10%, 30%, c'est quelque chose qu'on travaille d'avance, c'est un programme qui se programme, ça s'appelle un smart contract dans le langage de la blockchain, d'accord ? Mais vous pouvez aussi mettre d'autres règles du jeu. Par exemple, on pourrait dire que les gens ont le droit d'acheter l'œuvre, mais ils n'ont pas le droit de l'imprimer sur une tasse de café pour faire de la publicité. C'est-à-dire ils ont le droit de l'avoir chez eux, de le mettre sur leur mur s'ils ont envie de projeter ça sur un écran vidéo, mais ils n'ont pas le droit de le présenter dans un musée. Enfin, on met les règles du jeu dans ce fameux programme qui gère la capsule qui emmagasine votre objet. Alors ici, dans votre cas, l'objet est une image, enfin une photo dans votre cas. Donc, ça, c'est une catégorie de ce qu'on appelle de token, donc de NFT, token non fongible. Pourquoi non fongible ? Parce que derrière, il y a une vraie image. On dit que les tokens sont fongibles quand c'est de la crypto. Là, tout ce qui a un sous-jacent réel,
que ce soit un morceau d'immeuble, une image, une photo, un morceau de musique ou une partition, ça s'appelle des tokens non fongibles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose derrière. C'est pas uniquement une valeur partagée comme l'argent. Derrière l'euro, il y a peut-être l'économie, mais c'est quand même une valeur fongible. On peut passer 10 euros de quelqu'un à l'autre. Par contre, si je passe mon stylo à quelqu'un, c'est mon stylo, donc il est réel, quoi. Donc, dans le cas de votre projet potentiel, qui est tout à fait jouable, parce que c'est vraiment une partie de l'avenir des artistes, il faut dire les choses comme elles sont, enfin, des artistes, des photographes, des musiciens. C'est évident qu'une partie de l'économie va passer par ce chemin-là. Moi, à titre personnel, j'écris des livres. Bon, j'ai signé les contrats avec du Node, mais je ne sais jamais combien ils en vendent. Enfin, je pense qu'ils sont très honnêtes, hein, je ne critique absolument pas. Mais je ne sais jamais combien ils en vendent. Et puis, je me dis, bon, bah, au mois de mai de chaque année, je reçois une espèce de document disant, voilà, c'est vendu tant et on touche tant. Mais je suis incapable de vérifier quoi que ce soit. D'accord? Donc, c'est une économie qui est différente. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va écrire un livre, qui va écrire un morceau de musique, va essayer de maîtriser lui-même peut-être une part de ses ventes parce qu'il sera sur un fantastique site, et puis en même temps, il pourra suivre l'évolution, même s'il n'est pas sur un fantastique suite. Comme le registre de la blockchain, qui est la mécanique où on enregistre ces informations, est disponible pour les membres de la blockchain, il pourra vérifier quand il veut. Et ça, jusqu'à présent, c'est infalsifiable, et je pense que ça va durer. Ce qui est intéressant aussi avec les NFT, c'est de le voir comme un ticket ou comme un pass qui permet d'avoir autre chose. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les CryptoPunks ou les Bored Ape, donc les singes sous forme de NFT. Le fait de posséder, et on peut faire la même chose avec la photo de votre fils, de posséder l'original dans son wallet, ça permet d'accéder à des choses qui sont réservées aux possesseurs de ces photos. Max, tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Oui, en fait, le NFT, le visuel, c'est la première partie. Mais il y a des projets où, entre guillemets, le visuel, il n'est pas plus travaillé que ça, comme peut faire un photographe. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a derrière. Ce à quoi va nous faire bénéficier notre NFT. On peut avoir accès à des clubs privés, des informations privées, des formations, tout un tas de choses. Ça peut même nous donner des dividendes sur une société qu'ils ont créée. Pour prendre un exemple pratique qui parle à tout le monde, j'aime bien parler de ce projet, c'est Ape Breakfast Club. En gros, c'est une NFT où on voit des mains de singes un peu cartoonesques en train de prendre un petit déjeuner. D'accord? Il y a 10 000 exemplaires de ces NFT. Et l'intérêt d'acheter ça, c'est que derrière, tous les mois, je vais recevoir chez moi un sac de grains de café. D'accord? Et en fait, l'équipe qui est derrière ce projet NFT, eux, on va voir ça comme une société qui va rechercher tous les mois différents cafés un petit peu exclusifs et nouveaux, un petit peu partout dans le pays. Donc, le fait d'acheter ce NFT, c'est pas le fait que simplement acheter une image, c'est le fait derrière d'avoir des contenus exclusifs dans la vie réelle. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les NFT utilitaires. Ça nous apporte une vraie utilité dans la vie de tous les jours. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Ça s'éclaircit un petit peu, Isabelle? Oui. Là, je ne soupçonnais pas qu'il y avait des programmes. En fait, que ce n'était pas qu'un numéro, mais qu'il y avait aussi des propriétés. Des utilités. Ouais. Voilà, des utilités. Bah, voilà, je découvre. Hein. Désolée, je suis un peu là. Non, je parce pense que pas on peut avoir... Non, soyez pas désolés. Au contraire, on a envie d'échanger avec des personnes qui découvrent parce que tout n'a pas été inventé sur ces sujets. Alors après, ce qu'on n'évoque pas ce soir, c'est que bien évidemment, le fait d'implémenter toutes ces fonctionnalités derrière les NFT, c'est la partie la plus compliquée. C'est la partie la plus compliquée puisque c'est du codage, entre autres, et c'est ce qui demande le plus d'expertise et d'attention. Il faut passer par des développeurs Solidity. Généralement, on passe sur la blockchain Ethereum pour gérer ça et déclencher ces contrats. De dire, voilà, c'est écrit, c'est public, on peut y avoir accès, on voit comment ça se passe dans le code source, donc c'est accessible à tous. On voit les règles du jeu qui sont exprimées et comment ça va se passer,
le pourcentage de rémunération que ça passe de main en main ou les droits d'accès sur tel ou tel événement. On peut dire s'il fait un vernissage d'une exposition, on a accès au salon VIP si on présente ce NFT sur son téléphone, par exemple. Ou une coupe de champagne offerte. Voilà. Tout est inventé, c'est ce que dit Hugo. En fait, on est aux prémices de tout ça et libre cours à notre imagination en fait, avec ces outils-là. On n'a pas encore vu, ou alors c'est peut-être peu tracé, mais il est certain que vu que les NFT sont arrivés, on va dire dans l'imaginaire populaire massivement. Enfin même, on a tous constaté que c'était le volet artistique qui primait dans toutes les grandes collections. C'est ce qui a un peu saturé en termes d'information et de marché tout ce qui se passait dans les NFT. Il est très probable que dans les communautés d'artistes, donc photographes, musiciens, peintres, graffeurs, il y ait certainement des collectifs qui sont en train de réfléchir à des manières qu'on n'a même pas imaginé encore d'utiliser les NFT pour permettre au public, par exemple, de vivre des expériences immersives, de vivre l'art d'une autre manière. Voilà. Clairement. Avec le métaverse, peut-être tu fais accès à ça, de se dire, on imagine qu'on est équipé d'un casque de réalité virtuelle et le fait de posséder ce NFT nous permet d'accéder à tel ou tel concert. On a vu les concerts de Travis Scott où des milliers et des milliers de personnes étaient réunies pour assister à ce concert dans le métaverse, dans un système complètement immersif. C'est un ticket, en fait, c'est un droit d'accès et d'avoir des privilèges. Et en fonction de la rareté de cette image, ça donne l'accès à tel ou tel avantage par rapport à d'autres qui ont le côté plus généraliste. Il y a même des sociétés, entre guillemets, qui se servent des projets NFT pour se lancer. C'est un projet français qui s'appelle Aquaverse, qui a vendu donc, une collection de 10 000 NFT, entre guillemets, pour démarrer leur activité. Et leur activité, c'est quelque chose de noble qui justement traite sur la pollution. En fait, ils vont, une fois que les levées de fonds, entre guillemets, donc les ventes de NFT seront finies, ils vont mettre un petit peu partout dans le monde des fermes d'éponges. Pourquoi ? Parce que l'éponge nettoie, dépollue de très grosses quantités d'eau pour une petite ferme. Donc eux, leur but, c'est d'implanter un petit peu partout dans le monde ces fameuses fermes d'éponges, donc pour dépolluer les eaux. Et une fois que le cycle de vie de l'éponge sera terminé, ils vont la récolter et les commercialiser comme éponge pour se laver, pour faire la vaisselle et ainsi de suite. Donc c'est un autre aspect où, entre guillemets, ça va avoir un vrai impact, une vraie utilité sur des problèmes, on va dire, d'actualité. D'accord ? Donc la pollution, donc, comme l'Europe a mis en avant. Il y a des vraies choses qui sont mises en place derrière les projets. Ouais. Vous avez mis le lien en description, oui. Comme ça vous pouvez voir le projet. Et on peut aussi toucher des pourcentages sur le marché secondaire, donc c'est-à-dire sur la vente des éponges à but pour se laver, etc. On peut toucher un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est réalisé par la vente des éponges. Donc, vous l'aurez compris, Isabelle, si vous restez dans ce webinaire avec nous ou si vous participez à chaque fois, on peut rester jusqu'à 2h du matin. Mais j'assurez-vous, je suis le garant de l'heure. Nous avons encore 10 minutes devant nous. Donc, ça dure qu'une heure en général, pas plus. C'est vrai qu'on a un timekeeper avec Benjamin qui est extrêmement précis. Exactement. On démarre à l'heure, on finit à l'heure. Comme ça, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Parce qu'on fait quand même pas mal de réunions, donc du coup, à un moment donné, il faut respecter. Donc, on a encore 10 bonnes minutes devant nous. Vous avez des questions, Isabelle, jusque-là ? J'ai une question, mais qui n'est peut-être pas tout à fait liée au NFT. C'était dans quelle mesure… Enfin, moi, j'ai un peu de mal à voir l'imprégnation de la sphère des sociétés françaises que je peux connaître avec donc tout ce qui est la blockchain, etc. Les grosses sociétés françaises… elles en sont où ? Elles regardent ça de loin ? Il y en a qui ont commencé à faire des projets. J'ai un peu de mal à voir parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais dans quelle mesure c'est dans le monde industriel classique, entre guillemets, où il y a plusieurs… Alors, à titre d'exemple, toutes les grosses sociétés, elles sont à fond dessus. Récemment, KPMG
qui a levé des fonds en Bitcoin et donc en crypto-monnaie pour proposer des offres justement à leurs clients. On a des sociétés françaises comme AXA qui commencent à acheter des lands, donc des parcelles de terrain sur le métaverse. En fait, toutes les grosses sociétés se rendent compte que c'est l'avenir et en fait, ils veulent pas louper le coche. Il y a BlackRock, je sais pas si vous connaissez, c'est le plus gros fonds américain. Je crois que c'est 700 000, c'est 700 milliards. Enfin bon, c'est un chiffre énorme. BlackRock, c'est le plus gros fonds de pension américain et il commence à acheter en masse. Il y a toutes les grosses sociétés qui commencent à s'implémenter là-dedans. Nestlé, ils ont une grosse blockchain aussi sur la traçabilité du lait infantile avec Carrefour. Et Starbucks aussi fait la traçabilité de son café sur la blockchain. Récemment, là, ça a été annoncé au Salon de l'agriculture Soufflé, ceux qui font les gros graines. Ils font la traçabilité de la bière et toutes les malteries, la production, donc du champ jusqu'à la production. Là, du coup, c'est une blockchain privée à chaque fois. C'est privé, c'est au sein de leur organisation, c'est ça? Ça dépend des projets. Il y a aussi la gestion des certificats pour les montres de luxe. Là, ils vont le mettre dans les blockchains. Ah oui, public, oui. Benjamin, tu voulais réagir? Oui, je crois il y aura de tout. C'est comme, pour faire l'analogie toujours avec Internet, on aura Internet privé, intranet, enfin Internet public et intranet. Oui. Alors, pour bien positionner les choses dans l'évolution de l'industrie aujourd'hui, dans les 4 phases qui concernent la blockchain, c'est-à-dire tout ce qui est traçabilité, gestion de preuves, la valeur probatoire, la signature électronique, tout ça, c'est rentré dans les mœurs. Alors, j'en veux pour preuve, c'est que je fréquente que des huissiers et des avocats et je peux vous dire que c'est pas forcément les high-tech, voilà, d'accord? C'est pas des geeks. Donc, ils sont convaincus. Donc, ça, c'est rentré carrément quand on parle de la traçabilité alimentaire, c'est rentré dans les mœurs. Petit à petit. Ils tracent aussi leurs produits, leurs fournisseurs sur la blockchain. Voilà. Donc, il y a cette possibilité-là. La deuxième possibilité est le programme automatique qu'on appelle Smart Contract, la deuxième grande famille, si on veut parler de ça. On est qu'au début de l'histoire. Ça s'appelle l'automatisation des processus. D'ailleurs, vous le verrez dans l'exemple du camping-car dans le jeu. Et puis, la troisième possibilité qui est les tokens. Alors, token dans le sens lequel vous l'avez exprimé, c'est-à-dire token dans le sens artistique, pas forcément avec un sous-jacent qui est un morceau d'immeuble. D'accord? Ça, c'est très avancé, mais pas forcément pour l'industrie pour le moment. L'industrie de la musique s'intéresse à ça, l'industrie de l'art s'intéresse à ça, c'est évident, mais proportionnellement, tout chiffre d'affaires gardé en proportion. Et puis, il y a le 4e volet, donc 1, 2, 3, 4, il y a le 4e volet qui est la crypto, qui fait énormément parler de son sujet parce qu'elle va nous toucher dans la vie de tous les jours. Et comme l'a dit Max, il y a des grosses sociétés qui investissent. Maintenant, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Moi, j'ai connu d'autres vies dans la blockchain. Peut-être que vous avez connu ce qu'on appelle Second Life, des choses comme ça. Donc, qui était un phénomène qui est très proche des MetaWare, mais tout en étant différent parce qu'il n'y avait pas de token à l'époque. Donc, il va falloir observer toutes ces mutations. Je pense que depuis le début de la réunion, c'est vraiment des nouveautés. On ne sait pas exactement encore comment la killer application va apparaître en quelque sorte. C'est-à-dire que Internet a décollé avec des sites web, mais aussi surtout avec la messagerie. Donc du coup, il n'y a plus personne à discuter, quoi. On a dit c'est gagné. Et là, on est en train encore de chercher, est-ce que ça viendra des tokens, est-ce que ça viendra des tokens fongibles qui sont la crypto-monnaie, est-ce que ça viendra de l'art, est-ce que ça viendra de la traçabilité? On est encore, enfin, ça part dans tous les sens. Et c'est fantastique d'ailleurs. C'est ça qui est passionnant parce qu'on est au début d'une histoire, donc c'est bien. On a la chance d'assister à un phénomène qui est intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'assister à 95 le phénomène Internet. Et voilà, on a un deuxième phénomène qui arrive. Et les jeunes qui sont autour de la table, ils vont en profiter 10 fois plus que moi. Et tant mieux pour eux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, il faut les encourager. Et d'autres membres vont certainement, nous, chez Acadie, il y a beaucoup de stagiaires. Donc, du coup, on a beaucoup d'entretiens avec des gens qui se lancent, avec des nouveaux projets qui sont à la fois fantastiques, loufoques, passionnants. Mais voilà, il y a tout un terrain qui est en train d'arriver et qui correspond à ces 4 grandes familles. Mais les industriels se sont surtout attaqués à la première grande famille et les financiers se sont surtout attaqués à la 4e famille. Donc, vous voyez, tout ce qui est traçabilité et crypto. Il reste encore 2 familles au milieu, l'automatisation des processus smart contract et la tokenisation de la vraie vie. Et pour ça, vous trouverez d'ailleurs des schémas. Il y a une phrase généraliste qui dit, de toute façon, la blockchain,
répond à des problématiques qu'on ne connaît pas encore. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais. On peut résumer ça comme ça. Et c'est vrai que c'est pas facile à expliquer. Trouver des cas d'usage qui soient tout de suite opérationnels et rentables, parce qu'on est quand même dans une vie où il faut payer son steak, comme on dit. Donc, c'est quelque chose qui est en phase de recherche avancée. Alors, pour faire le parallèle, je t'ai coupé la parole, Hugo, excuse-moi, mais pour faire le parallèle, c'est la démarche, c'est qu'il y a des gens qui aujourd'hui réfléchissent et investissent, même si ça ne décolle pas tout de suite, quand ça va décoller, ils seront les premiers à recueillir les fruits de l'arbre, parce qu'ils auront le savoir-faire. C'est exactement le parallèle avec Internet. Il y a des gens qui ont investi dans les années 95 jusqu'à 2000, c'était moyen, surtout que la bulle a explosé en 2001. Mais quand ça a démarré en 2005 et qu'on a commencé à payer avec des cartes bancaires, ils avaient le savoir-faire, les équipes, les webmasters, le design, et ils ont été les premiers et ils ont balayé le marché. Donc, on est à peu près dans la même phase. Les gens qui démarrent aujourd'hui, soit ils ont des coups de succès et tout le monde applaudit, mais il y en a 1 sur 10, mais ils auront le savoir-faire quand nous, les citoyens en général, comprendront les NFT, comprendront ce qu'on appelle la crypto et qui iront vers cette approche. Nous avons plus que 5 minutes. Voilà. C'est ça, on va profiter du temps qui nous reste pour Max qui va nous partager donc notre nouvel outil de communication avec les stagiaires. Donc, on avait jusqu'à maintenant Signal et aujourd'hui, on a un outil beaucoup mieux, beaucoup plus structuré, organisé. Et donc, c'est un serveur Discord et Max va nous présenter un peu les avantages de cet outil. Voilà. Donc, Discord, c'est une application qu'on peut télécharger sur son PC ou sur son téléphone portable ou directement sur Internet, mais c'est toujours mieux de télécharger l'application. Et c'est, entre guillemets, un site d'échange d'informations. Moi, je vois ça comme une école, c'est-à-dire on rentre dans l'école et il y a différentes classes. On va pouvoir échanger autour de différents sujets. Donc, je vais présenter rapidement l'interface. Donc ici, c'est les salons de discussion. Donc, on peut en créer autant qu'on veut. Nous, dans notre cas, c'est autour de la blockchain. Donc, on a créé des salons qui sont sur le sujet. Donc, on va avoir un salon général pour parler un petit peu de tout et de rien. Donc, un salon qui sera dédié au marché, c'est-à-dire on va parler, tiens, Ethereum se porte bien grâce à ça, ou il va mal à cause de ça. On aura un salon Play to Earn. Donc, Play to Earn, c'est des jeux sur la blockchain qui nous font gagner des tokens, et ces tokens qu'on pourra convertir avec, on va dire, des crypto-monnaies générales. Voilà. On va pouvoir les échanger contre de l'argent, grosso modo. On va avoir un salon NFT, d'accord, où on va échanger nos bonnes informations, si on a trouvé des projets prometteurs, ou si, admettons, vous rejoignez le Discord, vous dites, voilà, mon fils s'est lancé dans les NFT, je vous partage la collection, je la mets ici, et ça fait que les gens pourront se retourner directement sur les liens que vous allez mettre pour être orientés directement sur la collection de votre fils. On va avoir ensuite un onglet DeFi. Donc, la DeFi, c'est la finance décentralisée, pour échanger autour de tout ça, des suggestions. Ensuite, plus une partie qui est plus dans le cadre de Hugo, c'est-à-dire le mindset et la psychologie des investisseurs. On va pouvoir partager, je sais pas, des articles sur quelqu'un qui a une bonne philosophie d'investissement, etc. On va avoir également un onglet vos questions. C'est-à-dire que vous, Isabelle, vous avez une question générale. Comment je fais pour créer mon NFT? Vous posez là-dessus. Le but étant que la communauté vous réponde et nous-mêmes, c'est-à-dire l'équipe d'Acadie, qu'on vous oriente et qu'on réponde à vos questions. Il va y avoir également un onglet juridique, c'est-à-dire alimenter tout au fil des jours et des semaines toutes les informations qui tombent un petit peu au compte-gouttes sur le juridique. Par exemple, là, comme on a parlé de la loi MiCA, par exemple, si moi, je n'étais pas au courant
qu'il y avait ces réformes qui arrivaient, vous pouvez aller dans l'onglet juridique et la communauté va alimenter avec toutes les bonnes informations ce canal. Donc, ça nous permet de nous tenir informés relativement facilement de tout ce qui se passe. Ensuite, on va avoir également une zone apprentissage, donc avec ressources et liens utiles. Donc là, le but d'un ressource, c'est de mettre des liens vers des sites ou des références qui servent à nous instruire et à apprendre. Par exemple, il y a un reportage sur le Bitcoin qui est fait très bien fait, très intéressant, qui est fait par Arte. Et si je connais pas son existence, je vais dans ressources, je vais regarder un petit peu tous les liens qu'il y a et je vais pouvoir tomber sur des articles qualifiés, de qualité, sur des sujets qui m'intéressent. Ensuite, sur liens utiles, je vais retrouver des liens directement qui vont me renvoyer vers des sites. Donc, ça évite de tomber sur des sites, des faux sites où on peut malheureusement se faire arnaquer. C'est-à-dire qu'on va mettre les liens sur OpenSea, donc qui est le plus gros, on va dire, site marchand de NFT, un lien qui sera directement envoyé sur Binance et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça va créer de la sécurité, c'est-à-dire que ça va être des liens que nous avons mis, que nous utilisons et qui sont sécurisés. D'accord? Ce sera pour envoyer sur les sites directement. Hop. Voilà, Samuel, super réactif. Donc, dans les ressources, il a mis le lien sur le reportage d'Arte sur le Bitcoin. Donc, moi, je ne sais pas que ce reportage existe. Donc, je regarde, tiens, documentaire, c'est sur quoi? Satoshi, qui c'est? On regarde, je clique sur le lien. Donc là, vous voyez, je pense que vous ne voyez pas mon écran, mais ça m'a renvoyé directement sur la page d'Arte avec les 6 épisodes du reportage. Ensuite, on va retrouver une case analyse de marché qui sera gérée par un professionnel de l'analyse de marché avec qui on travaille de chez nous, qui lui va mettre ses analyses de marché et nous expliquer grosso modo comment ça marche, quelle réflexion il faut avoir, peut-être quelle attitude adopter en fonction de certains signaux sur les cours de différentes crypto-monnaies et ainsi de suite. Ensuite, il aura aussi une partie prise de position, c'est-à-dire il va nous montrer un petit peu ce qu'il fait. Admettons, si je clique, alors c'est technique, hein, il y a des explications qui vont avec, mais il va dire, tiens, le cours de tel actif, là, notamment, c'est sur la paire Ethereum USDT, il va dire, tiens, là, on remarque qu'il se passe telle chose. Ici, c'est une zone dangereuse ou pas en fonction des analyses. Donc, je vais prendre telle position. Je vais être plutôt acheteur, vendeur, et ainsi de suite. Il va nous mettre sa façon à lui de gérer et de trader. D'accord ? Ensuite, on aura ce qui s'appelle donc les salons vocaux. C'est-à-dire, au lieu de faire des réunions comme Zoom, Meetup, etc., on aura des canaux ouverts à tout le monde où je pourrais échanger directement. C'est-à-dire, moi, un soir, admettons, je dis, ce soir, je ferai un live sur une nouvelle collection NFT. Ou si vous, Isabelle, admettons, le jour où votre fils il liste son projet NFT, vous nous le dites et nous, on fait une réunion un petit peu sauvage comme ça. On dit ce soir, 21h, Isabelle, son fils a lancé sa collection NFT. Donc, tous les stagiaires ou toutes les personnes qui sont dans le Discord pourront être dans un salon vocal pour qu'on puisse tous échanger comme ce soir autour du projet. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Discord, c'est un endroit pour l'échange d'informations et le suivi un petit peu d'actualité. Voilà. Structuré par canaux de thématiques. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que, je vous disais, on avait Signal avant qui était une messagerie chiffrée, mais c'était tous les messages arrivaient les uns à la suite des autres par ordre chronologique, et des fois on répondait à un message 5 avant, etc. Donc il était perdu les uns
voilà, dans ce côté chronologique. Là, c'est vraiment rangé par thématique, avec en plus une partie pour échanger en direct, plutôt que de devoir créer un Zoom ou créer un Meet, un Google Meet, etc. Ben, on est tout de suite disponible dans ces liens de conférence. Donc, ça centralise à la fois ce qu'on avait sorti avec des outils comme Zoom et des canaux de conversation un peu éparpillés, comme sur un forum de discussion ou sur des différentes messageries. Là, c'est tout en un. Télécharger Discord, ça c'est la première chose. Et puis, il faut avoir un mot de passe pour aller sur la plateforme Acadie. C'est un lien d'invitation, c'est-à-dire il n'y a que l'équipe d'Acadie qui peut inviter des gens. Exactement. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est que sur invitation. Samuel, pour terminer, je te donne la parole. Oui, ben merci à tous pour avoir suivi une nouvelle fois ce webinaire. Donc, tous ceux qui le verront en replay vous passent aussi le bonjour. Et puis, donc, vous avez sur la partie aussi suivi d'actualité, sur le planning, les prochains événements donc, qui auront lieu le mois prochain. Et on vous envoie aussi donc, dessous cette vidéo de replay, vous trouverez le lien d'invitation dans l'email pour venir rejoindre ce Discord. Merci à tous et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.